Ben, souvent, c'est ça qui est intéressant. En mettant quelque chose sur papier puis en le montrant dans la face de quelqu'un, tu te dis, regarde, tu as une fourche ici, mais as-tu vraiment besoin d'avoir une fourche? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un point décisionnel ici ou est-ce qu'on pourrait aller tout droit? Mm. Puis ce point décisionnel ici, ça veut dire que tu rajoutes de la complexité dans ton processus, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Rebonjour Jean-Brice, bienvenue en studio avec nous. Je suis vraiment content de t'avoir parce que ça fait de nombreuses années que tu analyses d'affaires. Tu l'as été au sein d'une entreprise technologie/finance, puis tu l'es depuis plusieurs années chez Solgit dans un contexte plus de consultation. Donc, je voulais te demander, en quelques mots, comment tu définirais le rôle d'analyse d'affaires? Le rôle d'analyste d'affaires, c'est vraiment de guider l'entreprise dans les bonnes décisions par rapport à souvent une accélération numérique. C'est de prendre en considération qu'est-ce que le système peut faire pour le client. Puis aussi, souvent, c'est presque un rôle de traduction entre l'analyse d'affaires, entre en fait la business et les développeurs. Donc, souvent, on se retrouve carrément dans le milieu. Nous, on apprend à connaître la business. Après ça, notre rôle, c'est vraiment de communiquer cette information-là aux développeurs pour qu'eux, ils puissent traduire ça dans du code. Fait que c'est plutôt comme ça que je le définirais. Écoute, je trouve que l'angle de traduction est très intéressant. Ma prochaine question, c'est... toujours considérant le métier d'analyse d'affaires, quelles sont les plus grandes évolutions, apprentissages, lessons learned que tu as remarquées au cours des dernières années sur la profession en tant que telle? Je pense qu'il y a de plus en plus être de plus en plus axé sur le côté agile, sur le côté Scrum, d'essayer d'éviter de faire la longue liste de requis qui doit ensuite être signée par le client, puis on a fini là. Donc, après, on est vraiment dans un moule, puis par le temps que tu as fini ton projet, c'est même plus ce que le client voulait parce que ça s'est perdu en chemin. L'idée de faire des petites itérations, de montrer ton travail au client et ensuite de pouvoir continuer par rapport à comment il te guide, c'est la façon d'aller. Okay. Et quelle est ta démarche pour trouver la bonne solution pour un projet client? Ben moi, en tant qu'analyste Salesforce, la première chose que je vais faire, c'est voir si on peut aller avec du standard de Salesforce. Si on est capable d'aller avec du out of the box, à ce moment-là, on peut réduire les risques dans le projet. On peut réduire les coûts aussi pour le client, ce qui est toujours apprécié de leur côté. Et ça évite vraiment qu'il y ait des bris d'une solution plus complexe. Si on parle de quelque chose qui est d'une plus grosse amplitude, à ce moment-là, on va vérifier si la meilleure solution, ce serait vraiment d'y aller avec du custom dans Salesforce ou est-ce qu'il y a déjà une application qui le fait sur l'App Exchange. Si on trouve quelque chose sur l'App Exchange, encore une fois, on va évaluer avec le client si les coûts sont prohibitifs. S'ils ne le sont pas, ben, à ce moment-là, on peut aller avec cette solution-là. Sinon, on va aller voir plus dans le custom. Moi, je travaille toujours très proche avec les développeurs pour voir qu'est-ce qu'ils vont aussi proposer. Je me considère pas comme un expert comme ils le sont. J'en sais pas autant qu'eux. Donc, leur opinion est très importante pour moi là-dedans. OK. Et comment est-ce que tu gères les différents types de clients? Donc, c'est sûr que tu as différents types et tailles d'entreprises dans différentes industries, mais tu as aussi des personnalités différentes. Donc, est-ce que tu t'es trouvé des trucs ou est-ce que tu as une méthode pour que, peu importe la diversité de la clientèle, tu trouves toujours une façon d'avoir soit une zone de confort ou d'avoir un droit chemin? Je pense que la façon que je réussis le mieux à m'adapter aux clients, en général, c'est en utilisant l'humour. Des exagérations, des choses un peu absurdes qui
tout le monde aime rire. En général, ça arrive que tu vas en avoir un que ça ne tente vraiment pas, là. Mais en général, juste ça relaxe l'atmosphère, ça remet tout le monde un petit peu au même niveau. Puis, donc, même si tu as des clients qui sont un petit peu plus difficiles, en les relaxant, avec un petit peu d'humour, avec un petit peu de plaisanterie, ben, la plupart du temps, ça permet de ramener tout le monde. Et dis-moi si je me trompe, mais dans l'optique de l'humour, c'est sûr qu'on... il y a des gens, je sais pas si c'est par des expériences passées ou à une autre époque, pour qui ces projets-là, ils pensent que c'est une montagne. Ouais. Et c'est vraiment pas une montagne, c'est vraiment un travail collaboratif avec une bonne plateforme qui scale. Puis on peut avoir cette espèce de camaraderie, même si on est des entreprises différentes, mais qui travaillent ensemble. Exactement. Moi, je considère que les gens avec qui je travaille en grande partie chez Premier Tech en ce moment, je les considère pas comme des clients, je les considère comme des collègues. Donc, je parle de mes collègues en France, je parle de mes collègues en Amérique du Nord, parce que c'est vraiment ça, on travaille ensemble, on est dans des équipes Scrum. Dans le fond, contrairement à d'autres projets où vraiment c'est quasiment us versus them. Et donc, en travaillant de façon vraiment collaborative, en rendant les choses plaisantes, ça aide toujours pour ces projets-là. Et quelles sont tes actions, tes trucs, tes MVP que tu recommandes à tous les analystes d'affaires? Écoute, on a parlé de l'humour, donc excluons l'humour et excluons le standard. Donc, est-ce que tu as d'autres trucs en cours de projet? Ça peut être début de projet, ça peut être milieu de projet, qu'en faisant ces petits gestes-là durant le projet, où les choses vont être toujours beaucoup plus fluides, où on a enlevé du risque au projet? Oui. Documenter les choses avec un diagramme dans le cas des processus, c'est toujours une bonne idée. Essayer de faire quelque chose de simple aussi, parce que les diagrammes peuvent facilement devenir des trucs qui font 6 pages de long et que personne ne comprend, donc les prendre en petites bouchées. Les démos, c'est important de montrer, c'est important d'avoir l'opinion du client. C'est pas mal ça. Sinon, c'est écoute. Écoute quand le monde te parle, puis ramène l'information le plus souvent possible. Essaye de montrer que tu comprends qu'est-ce qu'ils te disent. Puis je pense que c'est les meilleures choses à faire. Écoute, c'est tous des bons points. Démo, diagramme, simplicité. Par rapport à la simplicité, je me souviens, là, puis je l'avais discuté avec Paul, que tu connais. Une citation d'Elon Musk qui est intéressante, c'est une erreur fréquente des ingénieurs, c'est d'optimiser quelque chose qui devrait être supprimé. Donc, quand tu fais référence à simplicité, est-ce que cette quote-là résonne avec toi ou est-ce que tu as du vécu avec « Attends, guys, si on enlève cette étape-là, en fait, la journée est juste bien meilleure. » Oui. Mais souvent, c'est ça qui est intéressant. En mettant quelque chose sur papier puis en le montrant dans la face de quelqu'un, tu te dis « Regarde, tu as une fourche ici, mais as-tu vraiment besoin d'avoir une fourche? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un point décisionnel ici ou est-ce qu'on pourrait aller tout droit? » Puis ce point décisionnel ici, ça veut dire que tu rajoutes de la complexité dans ton processus, mais est-ce que tu en as vraiment besoin? Puis souvent, de leur montrer comment presque absurde leur processus l'est dans sa complexité, ça fait ça leur allume une lumière là, mais une autre chose que j'ai appris, que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est vraiment si tu as un décideur sur un appel où est-ce que tu montes un diagramme comme ça, quelqu'un qui a le pouvoir de changer les choses, c'est la meilleure chose possible. Parce que quand tu lui montres voici un problème avec ton processus, il peut prendre la décision tout de suite de dire « Ouais, c'est vrai, ça n'a aucun sens, on change ça. » Et ça ajoute à l'agilité du processus si on peut avoir des décisions rapides comme ça. Énormément. Puis j'ajouterais une mini-couche sur ta fourche, justement. Aussi, s'il y a une fourche, bien, quel pourcentage des clients prennent la branche marginale de la fourche? Puis est-ce qu'on ne pourrait pas juste les forcer à prendre le chemin droit que tout le monde prend? Tu sais, si c'est seulement
5 ou 10 ou même 20% des clients, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'avoir un petit chemin spécial pour eux autres ou si on peut juste streamliner pour tout le monde? C'est sûr. Écoute, ma phrase fétiche, c'est en anglais « We don't build for exceptions ». On ne construit pas pour les exceptions. On ne va pas concevoir un système en prenant en compte tes exceptions. Les exceptions, c'est quelque chose qui se fait manuellement parce que justement, ça ne devrait pas prendre autant de temps que tout le temps que tu vas sauver avec un processus qui est streamliné. Super intéressant, Jean-Brice. Merci beaucoup d'être passé. Merci. À bientôt.